Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 21 mai 2026, c'est notre bulletin numéro 291 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. Il n'y a qu'un moyen, c'est le canal Telegram payant ou l'accès au canal Telegram payant par le lien web. Voilà, allez cliquer dessus. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être réinscrits. On essaie de récupérer les abonnés que nous avions avant le 15 décembre 2025 et avant que nous tombions sous sanction. Et ça, c'est extrêmement important pour nous permettre de continuer, pour permettre à notre équipe d'être rémunérée pour ses efforts. Voilà, je compte vraiment sur vous. On doit retrouver les 300 abonnés que nous avions avant le 15 décembre 2025. Abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde. Alors, on a un numéro spécial pour le mois de juin qui va bientôt sortir sur le projet Gaïa et on va dire la fin de l'Europe avec des gens que nous apprécions, Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, bien sûr, Franck Pengam, l'excellent Sylvain Ferreira. Voilà, ne manquez ce numéro sous aucun prétexte. Élection consulaire, nous sommes dans la dernière ligne droite. À partir de demain, c'est-à-dire du 22 au 26, normalement, vous pourrez voter, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par Internet. Donc, vous allez recevoir sur votre email, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, bien sûr, vont recevoir les codes pour accéder au portail et pour pouvoir voter. Si vous avez un problème, vous nous contactez, soit à l'adresse qui est sur notre site, tout ça est en description également de cette vidéo, ou sur le canal Telegram de l'élection Moreau 2026. Voilà, on compte sur vous, c'est bien de nous suivre, c'est bien de nous soutenir, mais maintenant, il faut, pour ceux qui le peuvent, c'est extrêmement important d'aller voter. Et puis, pour ceux qui sont vieille école comme votre serviteur et qui peuvent voter en présentiel, ce sera dimanche le 31, donc à Moscou, à Minsk, à Saint-Pétersbourg et je crois aussi également à Yekaterinbourg. Voilà. Donc en tout cas, dans le doute, si vous avez peur de ne pas pouvoir vous déplacer, votez sur Internet, contactez-nous en cas de problème. Et puis, donc, dans le cadre de cette campagne, je serai à Saint-Pétersbourg ce samedi. Voilà, donc dans le cadre de cette campagne, aussi pour parler un peu de mon livre, le livre noir de la gauche française, et on abordera par l'angle de la gauche bourgeoise. Je ne vais pas dire que j'ai inventé ce terme-là, mais c'est comme ça que j'ai défini la gauche française. Encore une fois, il y a une gauche populaire qui existe dans la plupart des pays, mais pas en France, ou en tout cas elle est encore dans les limbes. Et en plus, c'est un sujet d'actualité avec le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public et avec la montée des marges de Najat Belkacem, qui d'ailleurs a été remarqué par Georges Kuzmanovic. Voilà, ça c'est un parti de gauche populaire, mais il pèse très peu malheureusement dans le monde politique français. Et c'est cette idéologie qui domine, cette classe, on peut appeler ça une hyperclasse qui domine, c'est bien sûr la gauche bourgeoise qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Voilà, donc à samedi à Saint-Pétersbourg, et on refera donc normalement un petit événement la semaine prochaine pour les moscovites. Et voilà, et ce sera la fin de la campagne. En tout cas, encore une fois, je compte sur vous. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est une interview d'un journaliste qui s'appelle Jean Bexon sur le canal YouTube Omerta et qui revient sur l'affaire Quentin, donc ce jeune nationaliste catholique qui a été assassiné par les hordes gauchistes. Et il revient la manière dont le mensonge a été organisé autour de cet événement, donc par des spécialistes du mensonge. Il ne faut pas utiliser le mot infox, des informations, etc. C'est du mensonge en fait. Ils mentent délibérément, donc c'est pas la peine d'aller inventer des mots. Il faut être précis dans les termes. C'est un mensonge. Et la manière dont le mensonge a été organisé par la presse gauchiste et ensuite repris par les députés de la LFI, et des mensonges effrontés. Et donc tout ce mécanisme a été extrêmement bien expliqué par ce journaliste. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir cette interview, ça vaut la peine. Dans le même ordre d'idée, alors c'est pas ce qui m'a plu, mais c'est ce qui a attiré mon attention, c'est cette déclaration de Jordan Bardella de sa proximité avec Friedrich Merz. Friedrich Merz, donc c'est le chancelier allemand, donc il a un point commun avec Macron et Starmer, c'est qu'il doit peser 20% de satisfaction. Et il est en train son parti est déjà largement en train de se faire dépasser par l'Alternative für Deutschland. Alors mon approche de l'AfD est un peu particulière parce que d'un certain côté je les envie, parce que évidemment l'équivalent d'un parti qui pèse comme ça presque 30% n'existe pas en France, c'est-à-dire un parti nationaliste qui n'a fait de concessions sur quasiment aucun
grands dossiers, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire la politique étrangère et notamment la volonté de rapprochement avec la première puissance européenne qui est la Russie pour permettre de doter son industrie d'une énergie bon marché et puis de construire un véritable bloc européen. Donc ça, c'est le programme de l'AfD et c'est le programme auquel a totalement renoncé le Rassemblement national qui s'est totalement aligné sur un gauchisme bon teint, notamment dans le domaine des relations internationales, puisqu'il est devenu européiste, atlantiste, otaniste. Même Mélenchon est plus nationaliste que le RN, puisque lui, il a dit clairement qu'il voulait sortir de l'OTAN. Donc on n'a pas l'équivalent de ce parti-là. Et dans ce cadre-là, ce qui est donc intéressant, c'est que Jordan Bardella, qui sera peut-être le candidat RN pour l'élection de 2027, a affirmé sa proximité avec Friedrich Merz, donc le chancelier démocrate chrétien allemand, qui d'ailleurs, comme Emmanuel Macron et comme Starmer, doit être autour de 20% donc de satisfaction. Et vraiment, ça traduit une obsession du côté des dirigeants du RN actuel, à la fois d'être conforme aux exigences du lobby LGBT, mais du lobby gauchiste en matière de relations internationales, et tout en faisant semblant de vouloir refaire de la France une économie de marché. Je n'y crois absolument pas. De toute manière, il n'y a pas le niveau au RN. Si Jordan Bardella est élu, il va être entouré de hauts fonctionnaires qui vont venir le voir en lui félicitant d'avoir été élu, en lui disant « Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va faire comme avant ». Et on ne va faire que s'enfoncer dans le socialisme le plus radical. Voilà. Donc, triste constat, évidemment que la solution pour la France est ailleurs. Économie maintenant, et le rouble a été désigné par Bloomberg comme la monnaie la plus performante au monde, je crois. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Russie? Pas forcément, parce qu'en fait, effectivement, le rouble est monté très fort. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous vous souvenez, ces 4 dernières années, à chaque fois que le rouble descendait, on avait les, entre guillemets, spécialistes de l'économie russe qui nous expliquaient « Ah, le rouble est en train de s'écrouler ». Comme j'avais expliqué, le problème du rouble, c'est pas tellement sa valeur par rapport au dollar et à l'euro, c'est qu'il soit stable. Et ça c'est un véritable problème. Et on peut s'interroger pourquoi est-ce que l'État russe se satisfait d'une monnaie aussi forte alors qu'avec certains leviers, il pourrait baisser la valeur du rouble et engranger davantage de recettes en rouble, de recettes pétrolières ou gazières notamment. Je pense que la raison finalement c'est l'inflation, c'est l'obsession de l'inflation pour Vladimir Poutine. Et j'ai eu cette idée en lisant le livre que je suis en train de terminer, donc De Gaulle 1969, parce que le général de Gaulle avait la même préoccupation. Il redoutait l'inflation puisque ça touche les produits de première nécessité. C'est pour ça que le général de Gaulle voulait absolument qu'il y ait un franc fort et que la capacité de consommation des classes populaires ne soit pas remise en cause par un jeu qui, effectivement, le cas échéant, permet à l'État de remplir ses caisses. Voilà un peu comment je l'analyse. Bon, en tout cas, actuellement, évidemment, le rouble est très fort. Raison de plus pour venir investir en Russie avec Divergence Service. Donc vous aurez tous les liens en description de cette vidéo. De toute manière, l'économie russe est la 4e économie mondiale, la première économie européenne. Donc il y a des tas de choses à faire. Commencer par venir voir sur place, ouvrir un compte en banque et investir de différentes manières. Voilà, allez voir ça, c'est aussi en description de cette vidéo. Cette année, quel que soit le cours du rouble, en tout cas, sera excellente pour les revenus pétroliers et gaziers pour l'État russe et les grands acteurs russes d'extraction et de la vente des hydrocarbures. Bien meilleur que l'année dernière. L'année dernière a été mauvaise, moins 24%. Et ce n'est pas lié, encore une fois, ça on l'a déjà expliqué. Et puis ça a été expliqué par Reuters, par Bloomberg, par les médias économiques sérieux. Ce n'était pas dû aux frappes anglaises ou anglo-kieviennes sur les infrastructures gazières pétrolières russes, c'était dû tout simplement à la baisse du prix du pétrole au niveau mondial. Or, cette année, grâce, entre guillemets, à l'attaque de Donald Trump et de Netanyahou sur l'Iran, eh bien, les prix ont augmenté à partir du mois d'avril. Et donc, rien que pour le mois de mai, d'après les chiffres qu'on a, les revenus pétroliers vont augmenter de 39% pour la Russie. Donc là aussi, les choses vont bien. En ce qui concerne les achats d'hydrocarbures russes, eh bien, nous pouvons être fiers puisque c'est la France qui est en tête. Alors, c'est entièrement du gaz naturel liquéfié et elle est devant des pays comme la Hongrie, comme la Slovaquie qui achètent à la fois du gaz et du pétrole par oléoduc. Donc c'est une très bonne chose, on n'a pas de raison de se priver. Évidemment, ce serait plus rentable pour nous qui avons investi $1 milliard
dans Nord Stream 2 si on ouvrait le tuyau qui est encore en fonction. Et ce serait également pour l'Allemagne, ce serait rentable puisque ça coûterait moins cher. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Magyar, donc, Péter Magyar, qui est le nouveau Premier ministre hongrois, donc à la place de Viktor Orban, a dit que de toute manière, aussitôt que la guerre serait terminée, eh bien, les Européens se remettraient à acheter du gaz russe parce qu'il est moins cher. Et ça, encore une fois, c'est pas Stratpol qui va dire le contraire, hein. Comme l'a dit également le Premier ministre slovaque, ils se casseront les jambes en courant vers la Russie pour aller racheter des hydrocarbures bon marché. Ça fait plaisir d'avoir quelques leaders européens réalistes. Encore une fois, on est surpris par le positionnement de Magyar vis-à-vis de la Russie, même si dans les termes, il est plutôt agressif. En fait, dans la politique suivie, il est sur la ligne de ce que faisait Viktor Orban. Toujours au sujet du gaz naturel liquéfié, d'après les estimations qui ont été faites aujourd'hui par les économistes les plus sérieux, eh bien, il y aura un déficit mondial jusqu'en 2028. Donc ça veut dire que les revenus gaziers russes vont continuer à augmenter, non seulement jusqu'à la fin de l'année 2026, mais également pendant toute l'année 2027. Je rappelle que les installations d'extraction au Qatar ont été durement touchées par l'Iran et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, non seulement pour permettre de nouveau le transport du GNL, mais pour remettre en fonctionnement ces capacités d'extraction. La situation est telle de cette crise des hydrocarbures que l'Angleterre est le premier pays qui fait marche arrière sur les sanctions. Donc il va y avoir tout un paquet de sanctions qui devaient être prises contre l'utilisation du pétrole russe par les tiers, etc. etc. Et bien finalement, l'Angleterre décide de repousser ça au grand désarroi de Zelensky, tout simplement parce qu'elle ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le prix des carburants, le prix du gaz, le prix de l'énergie en Angleterre, comme petit à petit dans le reste de l'Europe, eh bien, est tout simplement intenable. Voilà, percute le réel une fois de plus. Et une des conséquences également donc, de cette pénurie de gaz et de pétrole, eh bien, c'est que c'est le retour du charbon. Donc évidemment, c'est une bonne chose pour les producteurs de charbon. Cela dit, ça va un peu améliorer la situation de la production de charbon russe, mais ça ne va pas non plus être idéal. Le transport du charbon russe sur de longues distances fait que eh bien, ça double le prix. Et donc il n'est pas rentable. Donc évidemment, une augmentation du prix du charbon va aider, mais ce n'est pas non plus encore une situation idéale à suivre. Économie toujours, économie humaine, et là les nouvelles sont très mauvaises pour l'Ukraine. Donc il y a un blogueur kievien, donc pro-Kiev, encore une fois, c'est pas un agent du Kremlin, qui a expliqué que dans les classes de 11e, alors ça commence à la terminale, eh bien que les effectifs pour les garçons n'étaient remplis qu'à moitié. Parce qu'en fait, ils sont tous partis, les parents, et ils ont raison, évacuent leurs enfants hors de cette espèce de goulag qui est devenu l'Ukraine pour qu'ils aillent étudier ailleurs et puis travailler ailleurs. Donc encore une fois, ce qu'on observe aujourd'hui, je l'ai déjà dit, l'Ukraine est morte. Quoi qu'il arrive, l'État ukrainien tel qu'il est, l'Ukraine ne se construira jamais en tant que nation, ça n'a jamais été une nation, et aujourd'hui c'est terminé. La catastrophe démographique est sans doute une des pires catastrophes qu'on peut observer en Ukraine. Il y a une catastrophe économique, énergétique, géopolitique, tout ce que vous voulez, mais la catastrophe démographique est la plus importante, et c'est celle qui fait qu'on peut dire aujourd'hui clairement que l'Ukraine est morte, et que les chefs d'État européens n'en ont absolument rien à faire. Ils utiliseront ce pays comme une plateforme de tir contre la Russie, jusqu'à tant qu'il y aura un Ukrainien qui bougera encore et qu'ils pourront envoyer se faire massacrer sur le front. Politico-diplomatique maintenant, le grand événement politico-diplomatique cette semaine, évidemment, c'est la visite de Vladimir Poutine à Pékin. Alors, il faut bien le préciser, d'ailleurs c'était précisé par le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Ushakov, ça n'a rien à voir avec le fait que Donald Trump soit venu la semaine dernière. La réunion était planifiée en février dernier. Et ensuite, c'est une réunion qui a été préparée soigneusement, à la fois par Pékin et à la fois par Moscou. Et donc, une quarantaine de documents ont été signés. Donc, le thème global, eh bien, c'était la multipolarité, l'avènement d'un monde multipolaire que Pékin et Moscou appellent de leurs vœux. On a pu observer à quel point les deux chefs d'État s'estimaient l'un et l'autre. Vladimir Poutine d'ailleurs et Xi Jinping sont de la même génération. Vladimir Poutine a 73 ans, Xi Jinping 72. Ils ont les mêmes un peu origines sociales, c'est des milieux très modestes et de personnages qui se sont élevés par leur intelligence, par la force de caractère, et qui sont à la tête des trois grandes puissances
puissance mondiale aujourd'hui. On peut considérer qu'il y a désormais trois grands, les États-Unis, la Chine, plutôt dans l'ordre, la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc ce rendez-vous était bien mieux préparé, et à la fois dans le domaine des questions politiques et dans le domaine des questions économiques. Alors qu'on l'avait dit la semaine dernière, nous on attend une déclaration sur Nord Stream 2. Pour l'instant, la seule déclaration qu'on a eue, c'est le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a dit que l'affaire était en gros réglée, mais il y avait encore quelques nuances à préciser. Donc voilà, j'espère que dans les semaines qui viennent, on aura une déclaration officielle et le début réel de la construction, physiquement je veux dire, de Force de Sibérie numéro 2. Pardon, c'est pas Nord Stream 2, c'est Force de Sibérie numéro 2. Sur les sujets internationaux, bien sûr, l'Iran, Pékin et Moscou ont fait bloc en estimant, donc dans la déclaration commune, je rappelle qu'il n'y a pas eu de déclaration commune après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Là, il y en a une assez complète entre la Russie et la Chine, et donc il est dit que les attaques contre l'Iran sont illégales du point de vue du droit international. Il est rappelé également que la défense des droits de l'homme ne doit pas être un prétexte pour justifier l'ingérence des pays, sous-entendu, d'ailleurs c'est même pas sous-entendu, c'est écrit noir sur blanc, occidentaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'Ukraine, la Chine a accepté dans la déclaration commune de reprendre les termes de ce que dit la Russie, c'est-à-dire nous voulons que ce soit résolu par des négociations et de mettre fin aux causes profondes du problème. Voilà, donc c'est exactement ce qui est écrit sur la déclaration commune. Donc évidemment, cette rencontre est un grand succès, à la fois pour Pékin, à la fois pour Moscou, qui donne le ton pour d'autres pays qui, petit à petit, vont rentrer dans ce monde multipolaire, s'ils n'y sont déjà. C'est le cas de l'Inde, mais l'Inde est encore, à mon avis, beaucoup trop soumise à Washington. C'est le cas du Brésil, qui, lui, a pris ses distances. C'est le cas, en fait, c'est l'esprit, en fait, des pays, des BRICS. Voilà, donc, événement extrêmement important à Pékin cette semaine. Politico-diplomatique toujours, et on revient encore sur la Hongrie, sur Péter Magyar. Donc non seulement il continue à acheter du pétrole et du gaz russe, mais en plus, il pose des problèmes à l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Alors moi, personnellement, je suis pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Je pense que c'est le meilleur moyen de détruire ce système dictatorial, cette tyrannie. Donc je suis pour, faites-les rentrer. Ça nous fera un gros pays balte encore plus impotent que les pays baltes de base. Donc ce sera une excellente chose. Mais lui ne veut pas, donc Magyar, pour protéger les minorités hongroises qui ont été depuis Staline enfermées dans ce goulag qui est l'Ukraine. Donc ça aussi c'est un point assez intéressant, et c'est ce que nous avions analysé, souvenez-vous, au lendemain de l'élection de Magyar. On avait dit mais regardez le nom du parti, qui est le nom de ce fleuve où se trouvent précisément ces minorités magyares. Donc c'est un aspect très intéressant sur lequel on avait vu juste. Politico-diplomatique toujours, et Ushakov, donc un des conseillers diplomatiques de Vladimir Poutine, a annoncé la venue prochaine de Witkoff et de Kushner, c'est-à-dire que vraisemblablement les négociations sur l'Ukraine vont reprendre. On arrive bientôt au 1 an, donc je crois que c'était au mois d'août de l'année dernière, de 6 août, autour du 6 août, je crois, de l'année dernière, je ne suis pas sûr, peu importe. Ça fera bientôt 1 an qu'il y a eu la rencontre d'Anchorage et l'accord d'Anchorage, dans lequel les États-Unis se sont engagés à obtenir de l'Ukraine le retrait des troupes d'occupation du Donbass, donc qui n'a toujours pas été obtenu, alors que, évidemment, on l'a dit plusieurs fois, Donald Trump a largement les moyens, ne serait-ce qu'en fermant Starlink, de forcer Zelensky à le faire. Alors peut-être que cette opération que l'on observe, cette opération main propre, est un moyen de pression, on va le voir, mais en tout cas, les deux négociateurs, dont Witkoff, qui est particulièrement apprécié par Vladimir Poutine, arrive. Donc, rappelle aussi également l'autre conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Dmitriev, qui a fait Harvard, donc qui est très introduit dans les milieux américains, était très enthousiaste après la rencontre entre les trois présidents, donc Xi Jinping avec Trump, Xi Jinping avec Poutine, en disant que ces trois grands pays allaient pouvoir organiser des coopérations économiques, et que finalement l'Europe serait complètement laissée de côté. Donc voilà, les choses bougent, les choses se mettent en place. Jusqu'où cela va aller, on ne le sait pas. Ce qui est clair, c'est que, encore une fois, la victoire est entre les mains du soldat russe, bien plus que de dépendre de ces négociations qui n'en finissent plus.
Pour en finir avec cette opération main propre, donc, on se souvient qu'on a eu l'arrestation de l'âme damnée de Zelensky, de son ancien chef de cabinet, Andrei Yermak. Eh bien, ça y est, il a trouvé 3 millions de dollars et il a été libéré sous caution. Donc, visiblement, il n'a pas trop souffert. Ce qui est intéressant, c'est que donc, plusieurs blogueurs ont commencé à analyser, mais qui a donc payé pour ces 3 millions de dollars? Et on a trouvé une entreprise que personne ne connaissait, qui est détenue par cette jeune femme, donc qui visiblement est très riche. Et ce qui fait que cette histoire de paiement de caution montre à quel point le régime kievien n'en a absolument rien à faire du regard qui est jeté sur lui comme étant le régime le plus corrompu de la planète. Mais ça n'empêche que Nicolas, Helmut et Giuseppe vont continuer de donner de l'argent à l'entité bolchevique ukrainienne. Terrorisme maintenant, il y a eu sans doute la plus grosse frappe de drones, alors pas forcément sur toute la Russie, mais en tout cas sur la ville de Moscou depuis le début de l'opération militaire spéciale, et ça a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors il se trouve qu'en plus moi je rentrais de Biélorussie, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler en introduction, mais je salue tous les Français de Biélorussie qui m'ont accueilli avec tant de chaleur, et vous êtes beaucoup aussi à n'avoir pas pu venir et donc à m'avoir envoyé des messages. Donc là aussi, je compte sur vous pour voter pour la liste de Xavier Moreau, patriote de Russie. Je reviendrai, c'est sûr, fin septembre, début octobre, mais je reviendrai même sans doute, si je suis élu, très rapidement pour régler cette affaire de médiathèque, puisqu'a priori, il faut réagir avant le 15 juillet. Donc voilà, si je suis élu, vous pouvez compter sur moi. J'utiliserai mon influence pour sauver la médiathèque francophone à Minsk. Voilà, donc je rentrais de Minsk après un meeting parfaitement réussi dimanche matin, et on a été, notre avion a énormément de retard. J'ai raté la première communion de mon fils et la confirmation de ma fille, donc ça aussi, je mets ça sur la note de Zelensky. Il faudra qu'il le paye un jour ou l'autre. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de drones qui sont tombés autour de l'aéroport de Sheremetyevo par lequel j'arrivais, et également beaucoup de drones au nord de la ville de Moscou, dans la zone de Zelenograd, donc c'est un peu la zone, la Silicon Valley, qui est au nord de la ville de Moscou. Mais essentiellement, ce qui était visé, c'était en fait des cibles civiles. D'ailleurs, les frappes sur Zelenograd, finalement, n'ont rien donné d'efficace du point de vue militaire, ne se justifie pas, absolument pas du point de vue militaire. Aucune capacité de production de microélectronique russe n'a été touchée. Et le reste, en fait, il s'agissait de taper dans Moscou, tout simplement pour taper dans Moscou. Voilà. Donc ça, c'était le but, évidemment. Je pense, c'est pas que moi qui le pense, c'était une volonté de Zelensky, tout en faisant semblant de répondre aux frappes dans la profondeur russe, eh bien, de provoquer une riposte magistrale russe qui fasse qu'on parle d'autre chose que des scandales de corruption en Ukraine. Voilà, c'est ce que je pense. Je ne suis pas seul à le penser. C'est ce que pense également Yuri Podolaka, c'est-à-dire de provoquer une escalade. Or, cette escalade n'a pas eu lieu. Alors en Russie, c'est très critiqué. Quelqu'un évidemment comme Vladimir Solovyov, mais c'est pas le seul, en disant mais ça remonterait le moral des Russes qu'on rase par exemple le quartier de Bankova, là où il y a le palais présidentiel, le bureau du gouvernement, la Rada, etc., etc. La Russie ne le fera pas. Je ne pense pas que la Russie le fasse. C'est ce que j'ai dit dans les diverses interviews que j'ai données sur GPTV, je crois également sur Toksin cette semaine, c'est-à-dire que Kiev est une ville russe. Et l'armée russe ne veut pas tuer des civils russes tant que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que a dit aujourd'hui, ce jeudi, Sergueï Lavrov, en disant bien sûr que en fait, les Russes ont les moyens de raser Kiev, de raser Kharkov, par exemple. Aujourd'hui, les Russes pourraient largement, calmement, à 60 km de Kharkov, balancer des bombes planantes de 3 tonnes qui réduiraient la ville en cendres. Voilà. Ils ne le font pas parce que Kharkov est une ville russe, et que s'ils peuvent éviter de le faire, ils le feront. Donc, et d'autant plus que, encore une fois, sur tous les territoires, notamment de la Nouvelle-Russie, eh bien, c'est peut-être que d'ici un an, ces territoires auront été rattachés à la fédération. Donc voilà. Les Russes, évidemment, sont obligés de frapper, puisque le régime ottano-kievien a transformé les grandes agglomérations en forteresses. Donc là, il n'y a pas d'autre choix que de bombarder. Mais sinon, évidemment, qu'ils éviteront de le faire.
Empire du mensonge maintenant, et le grand menteur de cette semaine, eh bien, c'est Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau que j'avais qualifié de terroriste robespierriste, hein, puisque en fait avec les lois qu'il veut mettre en place, qui représentent un arbitraire complet, donc c'est l'équivalent des lois, des règlements européens qui ont permis de mettre sous sanction sans tribunal, sans avocat, sans rien. Lui veut faire ça au niveau national, donc c'est pour ça que dans notre dernière vignette, eh bien, on l'avait qualifié de terroriste, donc je continue à le qualifier de terroriste, mais également de menteur et d'apprenti dictateur, puisqu'il est à prendre des leçons d'ailleurs de tyrannie à Kiev, première démarche de sa campagne, en expliquant, en mentant sur le fait que c'est la Russie qui est l'envahisseur, que c'est elle qui a commencé, que l'Ukraine est la victime, etc., etc., en ignorant ouvertement tous les crimes qui ont été commis par Kiev depuis 2014, avec le soutien de l'OTAN. Donc voilà, c'est une très mauvaise manière de commencer sa campagne. Et encore une fois, soyons précis sur les termes. Retailleau est un terroriste, puisque en France, lorsque quelqu'un met en place des lois qui remettent en cause l'état de droit ou des règlements qui remettent en cause la liberté, eh bien, ça remonte à la Révolution. La première fois que c'était fait, c'était la Révolution, c'était la terreur. Donc, Retailleau, le Vendéen, est l'héritier de Robespierre. C'est un terroriste. Et grâce à Retailleau, eh bien, nous avons également un général Gamelin, le général Gamelin-Gomard, ancien chef du renseignement militaire français, qui l'accompagne, puisque je crois qu'il est au LR également, qui l'accompagnait à Kiev, mais qui dans une émission, ça devait être sur LCI ou BFM TV, je ne me souviens plus, de toute manière c'est la même chose, en précisant à plusieurs reprises que les Américains, effectivement, avaient joué contre la France en soutenant Pétain, Giraud, il a oublié Laval, étrangement, hein, celui qui était le plus soutenu par les États-Unis, c'est Pierre Laval, puisqu'il avait de la famille sur place. Et en revanche, il a osé affirmer que les Américains avaient soutenu le Brexit. Alors qu'on se souvient de Barack Obama, donc là au niveau de l'ingérence, en plus on est au maximum, faisant une tournée en Angleterre pour soutenir le Bremen, pour faire en sorte que l'Angleterre reste à l'intérieur de cette structure que Washington a créée, qui s'appelle l'Union européenne. Et ça, évidemment, Gamelin-Gomard ne l'a pas souligné. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Et là encore, au fur et à mesure que la fin de la guerre approche, eh bien, nous avons une sortie du bunker, et cette sortie du bunker, nous la devons au Pentagone, et oui, figurez-vous, au Pentagone, qui a produit un rapport pour le Congrès américain sur la situation réelle de la guerre en Ukraine. Et là, eh bien, en fait, ce rapport aurait pu être rédigé par Stratpol, puisqu'on y apprend que les frappes dans la profondeur, donc sur les installations, notamment des hydrocarbures russes, ne changent rien, que l'Ukraine est dépassée dans tous les domaines de la guerre, donc aux tactiques, stratégiques. Le rapport parle également de la pénurie de combattants, de la pénurie de drones, de munitions, etc. etc. Donc, encore une fois, ça c'est pour être présenté devant le Congrès américain. Et c'est quand même une force des États-Unis, c'est d'être capable de produire ce genre de rapport qui va contre le narratif dominant dans le pays. On n'imagine pas le renseignement français, le ministère de la Défense français, dire la vérité devant les parlementaires français sur l'état réel de l'armée ukrainienne. Déjà qu'ils mentent sur l'état réel de l'armée française, donc sur l'armée ukrainienne, vous vous imaginez bien. Quelques considérations militaires avant de passer à la carte des opérations militaires. Les drones ukrainiens continuent à survoler la Pologne et les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes en détruisent de plus en plus. Il y en a eu qui ont été détruits en Lettonie, il y en a qui ont été détruits en Estonie. Donc évidemment, ça ne fait pas plaisir aux dirigeants locaux. C'est difficile à cacher à la population. Il faut trouver un coupable. Alors, les Pays-Baltes se plaignent vis-à-vis de la Russie en disant qu'en fait, c'est les Russes qui renvoient les drones au-dessus des Pays-Baltes. En fait, on sait très bien ce qui se passe. C'est que pour pouvoir atteindre Saint-Pétersbourg, eh bien, les Ukrainiens survolent le territoire polonais et les territoires baltes. Et ça passe de moins en moins bien, encore une fois, il y a des réactions très négatives de la part, y compris des Polonais, sur ces survols, et qui ne sont pas souhaitables. C'est ainsi que ça a été dit. À côté de ça, on a des déclarations de plus en plus agressives, précisément de la Pologne et des Pays-Baltes. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré qu'il serait peut-être temps que l'Europe s'implique davantage et brutalement dans la guerre contre la Russie. Donc visiblement, encore une fois, là on est dans la stratégie qui vienne depuis le début, qui était également la stratégie polonaise, que ce soit la gauche ou la droite polonaise, eh bien, c'est d'essayer d'impliquer l'OTAN, d'essayer de rendre cette guerre générale et européenne, ce que les Russes s'efforcent d'éviter depuis le début. Et donc Donald Tusk menace, il n'est pas le seul.
Kęstutis Budrys, j'ai pris la peine de noter son nom parce que personne ne le connaît, c'est le ministre des Affaires étrangères lituanien, a déclaré dans une interview dans le Neue Zürcher Zeitung qu'il fallait attaquer la petite forteresse russe de Kaliningrad. Rien que ça, donc je rappelle que Kaliningrad est internationalement reconnu comme un territoire russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ex-Königsberg, qu'il y a des bases russes à l'intérieur, effectivement, notamment dans cette station balnéaire que j'aime beaucoup de Zelenograd. Eh bien, l'idée de la Lituanie, c'est d'attaquer, comme ça, gratuitement, ces territoires russes. Donc, évidemment, attaquer un territoire russe qui est internationalement reconnu, ça finira par se faire vaporiser par l'arme nucléaire russe. En plus, on a eu juste droit à la démonstration du Sarmat, donc ce sera un peu du suicide. Et on s'interroge, quel est le sens de ces déclarations? En fait, si jamais il n'y avait pas l'Union européenne, si jamais il n'y avait pas l'OTAN, les pays baltes, on ne les entendrait pas. Sans doute qu'on entendrait un petit peu encore la Pologne, mais beaucoup moins. Le problème, c'est que, et ça fait tellement plaisir à Jordan Bardella, le problème, c'est que quand vous avez des bases, notamment françaises, en tout cas de l'OTAN, dans ces pays baltes, ils ne se sentent plus. Ils se croient tout permis. Et donc, au lieu de permettre de pacifier la zone, la présence des grands pays militaires des grands pays d'Europe dans les micro-États baltes, est dangereuse parce qu'elle encourage ces pays-là à avoir une posture agressive vis-à-vis de la Russie, alors que sinon, ils se tairaient. Et d'ailleurs, pour information, ce que vous voyez sur la vignette, cette petite écusson, en fait, c'était pas fait pour se moquer des pays baltes, ça a été fait par un député européen, je crois, letton, qui a envoyé ça à Kaja Kallas pour lui dire oui, les Russes se moquent de nous parce qu'on est des chihuahuas, mais autant l'assumer. Donc voilà. Donc en fait, une espèce de schizophrénie du côté de ces pays qui sont conscients de leur ultime faiblesse, qui ne sont en fait pas des nations, faut le dire la vérité, mais qui sont extrêmement agressives à cause du soutien que leur procure notamment la France, et malheureusement avec le soutien du Rassemblement national. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a aussi la Pologne, je l'avais dit. Le problème des exercices nucléaires militaires de la France avec la Pologne, c'est que c'est pareil. Ça fait que ça donne le résultat que Donald Tusk menace la Russie de guerre. Alors que si jamais il n'y avait pas l'arme nucléaire française derrière la Pologne, on ne l'entendrait pas, ou très peu. Donc c'est ça qui est extrêmement grave et ce qui fait qu'il est urgent pour la France de sortir de l'OTAN, de sortir de l'Union européenne, de toutes ces structures tyranniques. Voilà. Malheureusement, pour l'instant, le seul qui veut sortir de l'OTAN, encore une fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, ultime considération militaire générale, ça y est, l'ISW, donc l'ISW Institute of Study of War, qui est le think tank démocrate belliciste américain, donc c'est la famille de Victoria Nuland, de la famille Kagan, a reconnu la perte, comme on l'avait annoncé, ça allait bientôt arriver, la perte de Pakrovsk et de Mirnograd. Effectivement, le front est tellement en train de progresser vers l'ouest qu'il a bien fallu le reconnaître. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce que ça va se traduire dans les calculs des kilomètres carrés des journaux gauchistes ou des médias gauchistes français qui nous expliquaient que la Russie reculait ou n'avançait plus, etc. Donc là, ça veut dire que tout d'un coup, si la référence c'était effectivement l'ASW, il va y avoir une grosse progression de l'armée russe au mois de mai. On va voir ça, on va suivre ça avec amusement. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc il y a eu pas mal de frappes dans la profondeur du territoire russe je dirais, de frappes germano-anglo-ukrainiennes, donc qui ont frappé de temps en temps sur la Volga, de temps en temps, comme je l'ai dit, donc sur le nord de Moscou et même à l'intérieur, donc à la périphérie de Moscou, mais légèrement à l'intérieur de la ville. Les principales frappes que j'ai notées, donc c'est ici, autour de l'agglomération de Rimki, l'aéroport de Sheremetyevo, là où j'ai atterri. On a même vu des morceaux de drone en atterrissant. Zelenograd, donc là c'est la Silicon Valley russe, mais pas de bilan significatif. Et également Solechnogorsk à cet endroit-là. Voilà pour les frappes dans la profondeur. Les Russes, eux, ont continué leur routine en frappant donc des objectifs qui visent avant tout à avoir un effet sur la ligne de front. C'est la grande différence entre les frappes russes et les frappes otano-kieviennes. On souligne cependant encore une fois de plus une frappe sur les ressources gazières ukrainiennes, les endroits où le gaz peut être extrait. Il y en a quelques-uns dans la région de Poltava et dans la région de Kharkov. Et visiblement, c'est un objectif des Russes. Pourquoi ? Parce que
les systèmes de production électrique qui ont été fournis par l'Union européenne pour remplacer les infrastructures électriques détruites par la Russie, eh bien, fonctionne au gaz naturel. Donc évidemment, en détruisant les capacités d'extraction, ça va compliquer les choses. Passons maintenant sur la ligne de front. Tout d'abord au nord, donc là, c'est là où on a la contre-attaque la plus massive de la part de l'armée otano-kievienne. Vous voyez, le front a encore reculé. Et donc, selon Yuri Podolaka, la ville de Stepnogorsk, qui a été récemment prise par les Russes, tient encore. Les Russes la tiennent encore. Mais les combats font rage. Donc, à peu près sur toutes ces lignes-là, là, il y a un peu le brouillard de la guerre. Mais en gros, la ligne de front correspond à ça. Ce qui est intéressant, c'est que Kiev a donné l'ordre d'évacuation de ces agglomérations ici, Novo-Alexandrovka, Novo-Nikolaïevka, Shevchenko et Chaplino à cet endroit-là. Donc là, deux théories s'opposent. Ça veut dire qu'ils sont en train de se replier parce que l'armée russe avance, ou alors est-ce qu'ils préparent au contraire une grande contre-offensive à voir. Il faut noter également des frappes sur la centrale nucléaire d'Energodar et peut-être des préparatifs de franchissement par l'armée otano-kievienne pour la campagne d'été. Donc là, c'est le front ouest de Zaporozhye, c'est le groupe Dniepr de l'armée russe. Ici, c'est le groupe Vostok, et là, c'est l'armée russe qui a l'initiative, qui est rentrée dans Vostvijenka, qui est rentrée dans Verkhnaya Tersa ici, qui s'est emparée de la localité de Charovnoe ici. Donc là, c'est les Russes qui ont l'initiative et qui, vraisemblablement, sont en train de préparer quelque chose d'assez significatif pour la campagne d'été. Ici, vous vous souvenez, c'était la zone qui avait fait l'objet de contre-attaques, d'infiltration de l'armée otano-kievienne. Donc la base de l'infiltration était ici. On avait reculé complètement la ligne de front, puisque ici, ça représente l'avancée ultime de cette contre-attaque. Et en fait, a priori, les Russes sont en train de liquider les dernières troupes infiltrées. Ces opérations de contre-attaque et d'infiltration coûtent très cher à l'armée otano-kievienne, puisque finalement, il n'y a pas vraiment d'organisation. Une fois que ces troupes sont infiltrées, ça permet de faire des photos, des vidéos, mais les unités se trouvent abandonnées à elles-mêmes. C'est peut-être ce qu'on observera à cet endroit-là, et c'est aussi peut-être pour ça que les Russes les laissent avancer. Plus au nord, comme je l'ai dit, l'ASW a reconnu la perte de Pakrovsk et de Myrnograd, donc ça fait quand même un sacré bond en avant, d'autant plus que là, les Russes sont, a priori, mais c'est pas encore certain, rentrés déjà dans Sergeyevka, ont pris, ça on l'avait dit, Novo-Alexandrovka, et sont déjà en train de nettoyer Vassilevka. Et vraisemblablement, l'armée russe est plus avancée à l'ouest que je ne le montre sur la carte, mais je préfère en être sûr. Mais Dobropila est un nœud de logistique qui est évidemment un objectif extrêmement important pour l'armée russe. Du côté de Konstantinovka, là, l'armée russe est en train de finir la prise de cette ville importante. C'est le fameux axe Konstantinovka, Kramatorsk et Slaviansk. Alors Konstantinovka est la plus petite des trois, mais c'est extrêmement important. Et donc là, dans la grande tradition de l'armée otano-kievienne, les unités qui étaient présentes ici se sont laissées enfermer, ou plutôt on les a laissés se faire enfermer dans un petit chaudron qui amènera à leur destruction ou à leur capture. Voilà. Et donc l'armée russe, elle continue à avancer et on voit le mouvement qui est en train de se dessiner, ce qui fait que la ville devrait être bientôt totalement libérée. Plus au nord, face à Kramatorsk, à l'est, là, les Russes sont également à l'offensive et ils essayent de franchir le canal Donetsk-Donbass, ici, pour s'emparer de la localité de Malinovka et de Tikhanovka. Voilà, les combats font rage. Ici aussi, les Russes continuent à pousser. La ligne de front doit être à peu près à cet endroit-là, mais comme je n'ai pas de point précis, je l'ai laissée là où elle est. Je préfère attendre que les Russes s'emparent et déclarent la prise de localité complète. Du côté de Liman, la ligne de front n'a pas beaucoup bougé. Le ministre de la Défense russe a annoncé la ville prise à 85%. Bon, c'est pas démontré. Donc pour l'instant, on touche à rien. Du côté de la rive est de la rivière Oskol, alors le ministère de la Défense russe avait annoncé la prise de Borovaya, mais a priori, non, ils ont pénétré dans la ville de Borovaya, mais la ville n'a pas été prise. En revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une percée en direction de la ville de Roubtse, et donc on a même vu des soldats russes en train d'évacuer des civils sur l'arrière. Donc la ligne de front ici n'est vraiment pas claire. De toute manière, quoi qu'il arrive, même si les Russes finissaient par contrôler de facto le territoire, il y aura encore beaucoup de petits groupes de soldats isolés qui resteraient présents et qui seront approvisionnés par drone. Moitié mort de faim. Voilà. Ici aussi, l'opération de liquidation des dernières poches ukrainiennes se poursuit, mais je ne vais pas changer la ligne de front.
Les Russes continuent à pousser au nord dans la région de Kharkov, à l'est de la rivière Donetsk, et se sont emparés de deux localités, Chesterovka ici et Volokhovka à cet endroit-là. Donc le but des Russes, c'est de constituer leur base d'assaut au sud de cette rivière-là. Kiev a annoncé des contre-attaques, mais ça n'a pas encore été démontré. Il y aura des contre-attaques par ici et par ici, mais c'est pas documenté de manière sérieuse. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au jeudi 21 mai 2026. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, le compte X, le compte Telegram. Allez sur Telegram, il y a des contenus que vous ne verrez pas sur X. Donc il faut être à la fois sur X et sur Telegram. C'est deux contenus différents, notamment des petits clips de campagne assez drôles qu'on a fait pour vous. Précisément, cette campagne, on est dans la ligne droite, donc allez voter par Internet à partir de demain jusqu'au 26 midi, et puis le 31 en présentiel dans vos ambassades respectives. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. Donc vous pouvez aider Stratpol par le lien Telegram, et puis pour ceux qui veulent encore le faire, vous pouvez aider ma famille. Voilà, le lien est également en description de cette vidéo. En tout cas, eh bien, les nouvelles sont bonnes, ça s'accélère sur le front, ça va être tendu, mais beaucoup de choses sont en train de se jouer du point de vue militaire. En tout cas, tout va bien économiquement, tout va bien diplomatiquement, tout va bien militairement. Donc tenez bon, courage, on les aura, et votez pour moi.